Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Dans une salle de banquet faiblement éclairée d'Auburn Avenue, 2 nuits seulement avant son mariage, Elia Bryant regardait son monde s'écrouler au ralenti. L'air sentait l'huile de coco et l'eau de Cologne, et le cousin de quelqu'un faisait des heures supplémentaires au bar, servant du whisky à la pêche dans des gobelets en plastique. Elia serrait son soda au gingembre, les glaçons claquant dans ses paumes. Il était assis à une longue table, entouré de ses cousins et de ses garçons d'honneur, prêtant une oreille distraite au rire autour de lui, lorsque Kiera, sa future épouse, se leva. Il la vit lever une flûte de champagne, ses tresses serrées brillant dans la lumière, et croiser le regard de son ex, Jamal, de l'autre côté de la pièce. À Jamal, elle chanta, voix lumineuse, l'amour de ma vie. Pendant une seconde, tout le monde se figea, juste un grincement de chaise, une toux, puis quelques rires nerveux. Quelqu'un siffla. Le rire de Kiera résonna, sec et indifférent, comme si elle était fière du chaos qu'elle avait provoqué. Elle laissa échapper un « paresseux, on s'amuse, détendez-vous », comme un pansement sur une blessure au couteau. Elia ne leva pas les yeux, ni vers Kiera, ni vers Jamal, ni vers les visages qui s'étaient tous tournés pour voir sa réaction. Il fixait son verre, les jointures blanches, la poitrine vide. Le bruit du dîner de répétition l'envahit, confusément. Les gens s'agitaient, certains riaient, d'autres étaient silencieusement horrifiés. Tante Maxine serra les lèvres, si fort que son rouge à lèvres coula. Son père, qui ne laissait jamais paraître ses émotions, cligna des yeux vers le mur et demanda discrètement à quelqu'un de lui passer son manteau. Elia s'excusa, murmurant à peine, et se glissa dans le couloir jusqu'aux toilettes du personnel, verrouillant la porte derrière lui. Il pressa ses paumes contre le lavabo en céramique froide et fixa son reflet, jusqu'à ce que son visage se brouille. Pas de larmes, pas de cris, pas d'explosion dramatique, juste un engourdissement, lourd et inconnu, qui l'envahissait comme l'humidité géorgienne. Tu passes ta vie à essayer d'être stable, pensa Elia, le genre d'homme qui n'oublie jamais les anniversaires, qui appelle toujours sa grand-mère le dimanche. Il s'était laissé convaincre que c'était suffisant, que la stabilité était ce que Kiera recherchait. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, s'étaient rencontrés au barbecue d'un ami pour le mois de l'histoire des Noirs dans le sud d'Atlanta. Kiera portait un jean déchiré et des Jordans, riait trop fort, taquinait Elia parce qu'il sirotait son vin comme s'il était cher. Au début, elle l'avait poursuivi avec acharnement. Lorsqu'il l'avait enfin rattrapé, elle avait commencé à s'éloigner. Il avait mis ça sur le compte du stress, de son travail à l'agence de publicité, de l'anxiété liée au mariage. Maintenant, son esprit repassait chaque instant, chaque petite blague, chaque regard perçant, chaque fois qu'elle le traitait de doux devant ses amis. Ce soir-là, Elia envoya un simple texto à Kiera, « J'ai besoin d'espace, on se parle demain matin ». Elle répondit par un message vocal, en ricanant, « Tu vas vraiment me ghoster pour une blague. Bébé, allez, ne dramatise pas, je t'aime. » Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il prépara un sac de voyage, appela la salle et le traiteur, et annula tout, épongeant les frais. Il laissa le sac de sa robe intacte dans le placard et sortit avant l'aube, son téléphone en mode silencieux, ne voulant pas entendre l'orage qu'il savait venir. Kiera ne réalisa son absence que tard le lendemain matin, lorsque le fleuriste l'appela, au lieu d'Elia, pour lui signaler les délais de livraison. Le message commença alors, affolé, puis désolé, puis furieux, puis désespéré, avec des photos d'elle avec du mascara qui coulait, des légendes comme « ça, c'est pas comme ça que ça se passe ». Il la laissa sans la lire, errant à travers la ville tel un fantôme, disparaissant dans les stations Martha et les halls d'hôtel. Pendant 3 jours, il n'a pas consulté son téléphone, ne voulant pas savoir quelle explosion il avait laissée derrière lui. Le 3e matin, la curiosité l'a emporté. Il a allumé son téléphone, qui a vibré sans interruption, 90 appels manqués, 30 messages vocaux, des centaines de SMS, la plupart de Kiera, mais aussi de sa demoiselle d'honneur, de ses cousins, et même de son ami d'enfance Bryce. Certains le suppliaient,
d'autres le blâmaient, l'un le qualifiait de cruel, mais dans le brouhaha, un message ressortait. Il venait de Devin, le frère aîné de Kiera. Frère, j'ai vu ton visage ce soir-là. Tu as fait ce que tu avais à faire. Elle est allée trop loin. Ne te laisse pas faire. Pour la première fois, Elia se sentait vu, mais Internet l'avait déjà repéré. Quelqu'un avait posté une courte vidéo du dîner de répétition, un clip granuleux et mal éclairé qui captait le toast de Kiera, le sourire suffisant de Jamal, le visage flou d'Elia en arrière-plan, les yeux rivés sur son assiette. La vidéo s'est propagée, apparaissant sur Twitter, les groupes de discussion, et même sur un fil Reddit consacré au mariage raté. Les commentaires ont afflué, certains plaisantant, d'autres furieux, d'autres demandant pourquoi Kiera manquait ainsi de respect à son fiancé. Il a regardé la vidéo 2 fois avant de la supprimer, mais il n'a pas pu échapper à la réaction. Les textos de sa famille ont commencé à affluer, demandant ce qui s'était réellement passé. Il laissa sa mère s'en occuper. Elia passa le week-end dans un motel bon marché près de Cascade, à manger à emporter et à regarder de vieilles rediffusions à la télé. Le fantôme du rire de Kiera résonnait dans sa tête. Il n'a pleuré que la 2e nuit, quand le poids des larmes l'a finalement brisé, des sanglots silencieux et hideux, de ceux qui vous laissent vide. La suite a été encore plus horrible. Quelqu'un de l'entourage de Kiera, peut-être sa cousine, peut-être un collègue jaloux, a divulgué une capture d'écran de son application de notes. C'était un plan, presque comme un numéro comique, avec des points clés. Critiquer Elia pour avoir pleuré lors de sa demande en mariage. Mentionner comment il classe ses épices par ordre alphabétique. MDR. Racontez-lui l'histoire de la perte de son portefeuille à la Nouvelle-Orléans. Terminer avec un toast à Jamal. Il devrait atterrir si tout le monde a bu assez de vin. Il était clair que tout était répété. Kiera avait écrit son scénario. La révélation a explosé en ligne. Les discussions de groupe étaient enflammées de prises de position virulentes. Sa cousine Alana lui envoya une capture d'écran d'un TikTok. Une femme lisait le script à voix haute, secouant la tête et demandant « Pourquoi épouser quelqu'un qu'on ne respecte pas ?» Plus Elia avançait, plus la vidéo devenait surréaliste. Voyant sa vie devenir un drame sur Internet, sa douleur à #tendance, le compte Instagram de Kiera, autrefois impeccable et soigné, s'est transformé en un champ de bataille. Ses messages privés débordaient de critiques. Les marques avec lesquelles elle collaborait pour ses collaborations d'influenceuses ont commencé à la supprimer discrètement de leur fil d'actualité. Elle a publié une story, juste du texte noir sur blanc. Les gens font des erreurs. Tout n'est pas pour Internet. Mais elle n'a jamais tagué Elia. Elle n'a jamais prononcé son nom. Elle envoya un dernier message vocal à Elia. Cette fois, sa voix était faible, fragile, sans la moindre trace de rire. Ellie. Je jure que je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste faire rire tout le monde. Je pensais que tu pourrais gérer ça. Je ne pensais pas que ça te briserait. Il ne répondit pas. Il s'assit sur la couette rugueuse du motel, le téléphone serré dans sa main, écoutant sa voix se fondre en grésillement. Les jours se sont transformés en semaines. L'appartement d'Elia était hanté, la moitié des affaires de Kiera étant restées intactes. Un après-midi, son propriétaire a appelé. Elle est passée, a pris des chaussures, sa veste, ce mixeur que vous n'avez jamais utilisé. Elle a pleuré dans le couloir. Tu veux que je lui dise que tu ne reviens pas? Il lui a dit de ne rien dire. Pour une raison inconnue, il avait besoin de le voir de ses propres yeux. Il prit la route lente pour rentrer, l'Amtrak passant par Mâcon, regardant défiler le paysage plat et verdoyant. Il essaya d'imaginer ce qu'il lui dirait si elle l'attendait. Mais quand il ouvrit la porte de l'appartement, elle était là, de son côté du canapé, vêtue de son sweat à capuche d'étudiant, en train de manger des chips, le genre qu'elle appelait toujours, des friandises pour vieux. Elle ne leva pas les yeux, murmura simplement, « Tu es revenu ». Il resta sur le seuil, hésitant entre parler et s'enfuir. « Tout le monde s'en prend à moi, dit-elle, même mes filles.
Personne ne répond. Je ne savais plus où aller. Ils restèrent assis l'un en face de l'autre, sans parler pendant de longues minutes. Seul le bruit de la circulation en contrebas, une sirène au loin et le tic-tac de l'horloge s'élevaient. Finalement, Elia rompit le silence. Il leva son verre à la santé d'un autre homme et se moqua de moi, parce que je n'applaudissais pas. Kiera s'essuya le visage, les yeux rouges mais têtus. Je pensais que ça marcherait, que c'était juste une blague. Il secoua la tête, tu l'avais prévu. J'ai trouvé ses notes. Il fit glisser le téléphone sur la table, capture d'écran visible. Elle resta immobile, les lèvres entr'ouvertes, silencieuse. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, Kiera. Tu as répété, comme si j'étais ton accessoire. Elle a essayé de se défendre, a dit que c'était le stress, qu'elle voulait être mémorable. Les gens s'attendent à ce que je sois l'âme de la fête. Je me suis dit que si je pouvais les faire rire, peut-être sa voix s'est éteinte. Il voyait la peur sous cette bravade. Cette même peur qui l'a poussé à toujours performer, à toujours briller. Il a failli la prendre au piège. Presque. Cette nuit-là, il dormit sur le canapé. Elle alla dans la chambre et ferma la porte à clé. Il fixait le plafond, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, l'appartement vibrant de souvenirs de ce qui aurait pu être. Vers 3 heures, il se leva et se dirigea vers le placard de l'entrée. Enfoui sous une pile de cartons se trouvait son cartable noir, celui qu'elle utilisait pour travailler. À l'intérieur, au-delà des contrats et des factures, se trouvaient des emails imprimés, des captures d'écran et une autre page de notes. Celle-ci encore plus brutale. Illustrer les pleurs d'Elia au cinéma. Mentionner comment il appelle encore sa mère, tous les jours. Porter un toast à tous, voyez s'il rougit. Chaque blague, chaque pique, est planifiée comme un plan de bataille. La rage était froide, pas brûlante. Elia était assis par terre, son portfolio ouvert, les mains tremblantes. Il attendait que Kiera émerge. Quand elle le fit, elle resta silencieuse, les lèvres tremblantes, les cheveux défaits. Il brandit le dossier. Était-ce réel? Elle voulut répondre, mais il la coupa. Tu ne m'as pas seulement embarrassé. Tu as monté tout un numéro autour de ça. Et quand je suis parti, tu as agi comme si c'était moi qui gâchais tout. Elle finit par s'effondrer par terre, le dos appuyé contre l'encadrement de la porte, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne voulais pas être réel. Si je pouvais faire rire tout le monde, je vaudrais quelque chose. Elia ne bougea pas. Il réalisa à cet instant qu'il avait passé des années à aimer une idée, pas une personne. Cette prise de conscience était plus froide que n'importe quelle dispute. Il prit son sac et partit, arpentant des rues qu'il connaissait par cœur, mais qui lui semblaient désormais étrangères. Il s'installa dans un motel en périphérie de la ville, le genre de motel avec ses néons bourdonnants et ses distributeurs automatiques anciens. Le lendemain matin, il commença à recevoir des appels de personnes qu'il connaissait à peine, les amis de Kiera, sa cousine, et même sa colocataire de fac, qui s'excusaient, s'expliquaient, parfois le blâmaient, parfois elle. Il a appris que Kiera faisait des blagues sur lui depuis des mois, en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux. Mon fiancé a pleuré en regardant Queen et Slim, les gars. Quand ton homme met des couleurs sur le frigo. Il regarda, stupéfait, des inconnus décortiquer sa personnalité pour rire. Quelqu'un publia son portfolio en ligne. Des captures d'écran se répandirent. L'histoire a changé, ce n'est plus le marié timoré qui est en cause, mais l'homme humilié par une femme obsédée par l'attention. Des enquêteurs d'Internet ont reconstitué sa façon d'utiliser leur relation comme monnaie d'échange. La réaction a été rapide, brutale et implacable. Kiera a perdu ses sponsors, ses amis, et même son emploi, mais elle n'a toujours pas donné de nouvelles. Ce n'était pas une première. Ce n'est que 5 jours après la révélation de l'affaire qu'Elia a reçu son dernier message. Un email vidéo. Sans objet. Il a hésité, mais a cliqué. La vidéo s'ouvrait sur Kiera, allongée sur leur lit,
vêtu de ce vieux cardigan bleu qu'elle portait toujours pendant les orages. Ses yeux étaient gonflés et sa voix rauque. « Elia, ce n'est pas une supplication pour te récupérer. Je sais que j'ai été trop loin. C'est juste qu'il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Cette semaine de juin, alors que tu étais à Savannah pour aider ton oncle après son opération, Jamal est passé. Il ne s'est rien passé, mais je le voulais. Il m'a embrassé. Je l'ai laissé faire. J'ai failli continuer, mais il s'est arrêté. Pas moi. Je me suis dit que tu ne le découvrirais pas. Ça ne comptait pas. Mais si. J'ai utilisé cette énergie pour le toast. J'avais besoin de sentir que je contrôlais quelque chose. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. La vidéo s'est interrompue. Pas de larmes. Juste la défaite. Ellie resta assis sur le lit, fixant l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. La vérité le laissait vide, pas en colère. Pas choqué, mais épuisé. Il ne répondit pas. Ni cette nuit-là, ni la suivante. Au lieu de cela, il laissa les jours passer, les douleurs s'apaisant, les courbatures peu à peu remplacées par une sorte de calme. Quelques semaines plus tard, Elia quitta la ville et trouva un minuscule appartement au-dessus d'une librairie à Decatur. Il s'habitua au silence. Un samedi, alors qu'il se promenait dans le cadre du festival Juneteenth à Grand Park, il croisa une femme nommée Nia, qui vendait des bougies artisanales. Elle était douce, directe et drôle, tout en douceur. Ils parlèrent près de la fontaine, de musique, de ce que signifie être chez soi. Elia ne mentionna pas son mariage. Nia ne posa pas de questions. La nuit, Elia écrivit dans un carnet usé, non pas sur Chiara, mais sur lui-même. Ni vœux, ni promesses, juste un récit de ce à quoi il avait survécu et de ce qui subsistait encore. L'appartement était calme et l'air y était plus respirable. Il n'eut plus jamais de nouvelles de Chiara. Les rumeurs lui parvenaient par l'intermédiaire d'amis. Elle est retournée vivre chez sa mère dans le West Side, a supprimé tous ses réseaux sociaux et a pris un nouveau départ. Parfois, les soirs où la ville était trop bruyante, Elia pensait à elle, à la version de leur amour à laquelle il s'était accroché. Mais l'histoire se termine avec Elia assis seul sur son petit balcon, écoutant le bruit de la ville, sentant le pouls de la vie reprendre sans lui, et sans elle. Pas de nouvel amour dramatique, pas de grandes excuses, juste la connaissance silencieuse et inébranlable que parfois, la seule façon de se sauver est de s'éloigner.